Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un projet vraiment colossal. Oui, colossal, c'est le mot. L'initiative chinoise, la ceinture et la route. La BRI, comme on dit souvent. C'est un réseau d'infrastructures absolument tentaculaire. Enfin, tentaculaire, l'idée c'est de connecter, oui. L'objectif affiché, c'est de connecter la Chine au reste du monde. Pour en parler, on s'appuie sur une analyse tirée d'une source vidéo qui décortique un peu tout ça. Et le but, c'est d'essayer de saisir les ambitions, les opportunités aussi. Et les défis, parce qu'il y en a, bien sûr. Exactement. Est-ce que c'est une chance pour, disons, le développement mondial ou est-ce que c'est, au fond, une stratégie d'influence chinoise? C'est un peu la question. Oui, c'est la question centrale, hein, parce que il faut pas s'arrêter à l'image, disons, à cette idée un peu simple d'une nouvelle route de la soie. C'est beaucoup plus complexe. Ah oui, On parle vraiment d'un écosystème, économique, géopolitique, immense, et en constante évolution en plus. un écosystème, d'accord. Ça englobe des routes terrestres, oui, mais aussi maritimes, ferroviaires, des ports, des pipelines. Ça couvre énormément de domaines. Oui, à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est une véritable toile d'interconnexion en fait. Bien plus qu'une simple route. Et la vision officielle portée par Pékin, c'est quoi exactement? Les sources parlent de coopération, c'est ça? Ben, le discours officiel met l'accent sur la coopération, oui. Xi Jinping a même parlé de créer un magnifique jardin partagé en réfutant l'idée de domination. C'est ça. Et c'est tellement important pour eux que le projet est même inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois. Ah oui, quand même, c'est dire l'importance stratégique. Absolument. L'ambition semble claire, relier le monde à l'Asie de l'Est. Avec, comme symbole un peu visible, les trains à grande vitesse. Oui, les TGV, ça marque les esprits. C'est un point essentiel. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir l'évolution. Cette initiative, elle est née en partie, il faut le dire, du besoin pressant pour la Chine d'exporter son énorme surplus de capacité industrielle. Oui, après des années de croissance interne effrénée. Voilà. Et donc, d'une politique au départ très étatique, très centrée sur les infrastructures, eh bien ça se transforme. Comment? Ça devient un écosystème plus large, qui intègre de plus en plus d'acteurs privés. Ah, le secteur privé s'y met aussi? Oui, attirés par le potentiel commercial, évidemment. Et tout ça, ça reflète bien la montée en puissance économique de la Chine, qui, aujourd'hui, rivalise sérieusement avec les États-Unis. Parlons justement de ces opportunités économiques. Le besoin d'infrastructures dans le monde, il est criant, non? Surtout dans les pays émergents. Ah oui, absolument. Les estimations globales donnent le vertige, hein. On parle de 90 billions de dollars sur 15 ans. C'est énorme. 90 billions. Et la BRI pourrait, sur le papier en tout cas, combler une partie de ce manque et stimuler le commerce mondial. C'est l'idée. L'objectif affiché, c'était 2500 milliards de dollars d'échanges supplémentaires en 10 ans. Et concrètement, la connectivité, ça change quoi? Ben, ça a un impact mesurable. On estime qu'une amélioration de 10% de la connectivité, ça peut réduire les coûts commerciaux de 3% environ et augmenter les volumes de 5 à 9%. C'est significatif? Oui. Prenez le Kazakhstan par exemple. Il se positionne comme un hub terrestre clé entre la Chine et l'Europe. Il compte sur les droits de transit, j'imagine. Exactement. Et puis il y a les entreprises de logistique, bien sûr. Le géant danois APM Terminals ou le chinois Cosco, qui est très présent au Pirée, en Grèce. Pour eux, c'est d'énormes possibilités. Oui, mais il y a un revers à la médaille, non? Les coûts sont astronomiques, on a dit, entre 4 et 8 billions de dollars selon les estimations. C'est ça. Des chiffres qui donnent le tournis. Comment on finance tout ça et surtout quels sont les risques pour les pays qui embarquent dans l'aventure? On lit que sur environ 70 pays partenaires, 27 ont une dette souveraine jugée à haut risque. Oui, c'est le gros point noir. Le risque financier. L'exemple du Sri Lanka revient souvent d'ailleurs. Oui. Le port de Hambantota, au Sri Lanka. C'est devenu un peu le cas d'école de ces inquiétudes. Un projet très coûteux, finalement pas très rentable. Et qui a fini comment? Il a été cédé à une entreprise chinoise pour un bail de 99 ans. 99 ans? Oui. Et ça alimente forcément la crainte de ce qu'on appelle la diplomatie de la dette. L'idée que des pays vulnérables pourraient se retrouver piégés, en quelque sorte. D'autres exemples? Djibouti est souvent cité aussi. La Chine y a installé une base militaire après avoir accordé d'importants prêts. Et puis, il y a le manque de transparence qui est souvent critiqué. C'est-à-dire des appels d'offres jugés non compétitifs par l'Union européenne, par exemple, ou des projets qui ont dû être renégociés comme en Malaisie. Donc au-delà des aspects financiers, il y a aussi de vraies préoccupations géopolitiques. Tout à fait. C'est indissociable.
Prenez l'Inde. Le fameux CPEC, notamment parce qu'il traverse la région contestée du Cachemire. D'accord. Et pas seulement ça, j'imagine. Non, l'Inde s'inquiète plus largement de l'influence chinoise qui grandit dans son voisinage. Les ports, les prêts au Laos, au Cambodge, ça pourrait affecter la cohésion de la NASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est. Et en Europe, quelle est la perception? En Europe, il y a une certaine crainte d'une stratégie chinoise de type diviser pour régner, via des investissements ciblés, notamment en Europe centrale et orientale. Avec des questions sur l'influence que ça pourrait avoir sur l'unité européenne, sur les votes au sein de l'UE? Exactement, ce sont des questions qui se posent. Tout ça montre que le projet est loin d'être figé en fait. Il évolue constamment. Vous parliez de la montée en puissance des acteurs privés. Oui, et c'est une évolution vraiment clé. L'initiative dépend de plus en plus des motivations de profit privé, pas seulement des accords entre États. Ce qui change la donne. Ça change la donne. Pour que ça réussisse sur le long terme, et pour que ce soit accepté, il faut que les projets soient économiquement viables. Il faut éviter les fameux éléphants blancs. Ces grands projets inutiles et coûteux. Voilà. Donc plus de transparence, une meilleure gouvernance, une collaboration plus étroite avec les partenaires locaux, étrangers, tout ça semble indispensable. Et le rôle des banques. Le rôle des banques, commerciales mais aussi multilatérales, pourrait être déterminant pour mieux évaluer et mieux gérer les risques associés à ces projets. Donc pour résumer un peu, cette nouvelle route de la soie, c'est une initiative à double tranchant. On peut dire ça, oui. D'un côté, une ambition mondiale immense qui peut potentiellement transformer les échanges, générer de la croissance, de la connectivité. C'est le potentiel affiché. Et de l'autre, un projet extrêmement complexe qui porte des risques financiers importants, qui crée des tensions géopolitiques et qui soulève pas mal de critiques sur sa mise en œuvre, sa gouvernance. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une interrogation fondamentale pour l'avenir, finalement. Laquelle? Est-ce que cette immense toile d'infrastructures tissée à travers les continents va réellement parvenir à créer une prospérité qui soit partagée, une connectivité vraiment équitable, ou est-ce qu'elle va surtout redessiner la carte du pouvoir mondial, principalement au bénéfice de son initiateur, la Chine?